Bonjour à tous et bienvenue sur Penseurs Sauvages. Pour ce troisième chapitre, j'ai une question à vous poser. Pensez-vous que nous soyons en démocratie? Si vous avez répondu oui à cette question, alors restez bien assis parce que vous avez urgemment besoin qu'on vous explique 2 ou 3 choses sur le sujet. Et si vous avez répondu non, eh bien n'allez nulle part non plus, parce qu'il vous manque très certainement quelques éléments de réflexion aussi. Alors je sais, ça peut paraître contradictoire, mais rassurez-vous, on va rapidement dissiper toute confusion parce qu'aujourd'hui justement on va parler de démocratie. Comme vous l'aurez compris au titre, cette vidéo n'est que la première partie d'une série qui en comptera 3. Alors pourquoi 3? J'ai choisi ce chiffre parce qu'il symbolise parfaitement la trinité du Père, du Fils et du... Non, je déconne. C'est tout simplement parce que le sujet était trop long à traiter en une seule vidéo, et je voulais éviter d'en arriver à faire une vidéo d'1h30. J'essaie de m'en tenir à une durée à peu près de 30 minutes, donc le mieux était de la diviser par 3. Alors pour commencer, la démocratie c'est quoi? Du grec démos, le peuple, et kratos, le pouvoir politique, la démocratie formule, comme vous le savez, le concept du pouvoir politique exercé par le peuple. En s'attardant sur cette définition, on remarque rapidement qu'il n'existe pas une démocratie, mais bien des démocraties, car on peut la pratiquer de différentes manières. On peut par exemple parler de démocratie représentative, qui est le modèle dans lequel on est censé nous retrouver actuellement, selon laquelle le peuple choisit par l'élection au suffrage universel ceux qui vont représenter leur intérêt. Par opposition, on peut parler de démocratie directe, dans laquelle le peuple se représenterait lui-même directement. Par exemple en proposant qu'au lieu d'élire des représentants, les citoyens votent eux-mêmes directement les lois. Et il vous aura pas échappé qu'entre ces deux types de démocratie, on peut immédiatement affirmer que l'une est déjà bien plus démocratique que l'autre. Dans une démocratie représentative, on peut légitimement douter de la capacité de l'élu à représenter parfaitement et dans toute sa complexité l'opinion du peuple. Et il apparaît donc évident qu'une démocratie directe est un modèle bien plus littéralement démocratique qu'une démocratie représentative. Et c'est là la première remarque importante que j'aimerais soulever au sujet de la démocratie. Il existe des démocraties plus démocratiques que d'autres. La démocratie n'est donc pas une affaire d'absolu, mais bien une affaire de degré. Dès lors, vous comprendrez que la question que j'ai posée au début de cette vidéo, bien qu'extrêmement courante, est complètement erronée. Il ne s'agit pas de se demander si oui ou non nous sommes en démocratie, mais bien à quel degré nous sommes en démocratie. Lors des nombreux débats dans lesquels j'ai l'habitude de me retrouver embarqué sur internet, je suis régulièrement confronté à cette opposition binaire, notamment en réponse à ma position sur la révolution. Je l'ai d'ailleurs souligné dans un rapide correctif sur ma dernière vidéo que j'ai publiée il y a peu de temps. On m'oppose l'argument selon lequel voter c'est abdiquer de la manière suivante. J'ai à peine besoin de le résumer tellement c'est posé aussi clairement dans ces termes. Nous ne sommes pas en démocratie, nous voulons la démocratie, toute proposition autre que la démocratie est à rejeter, donc voter c'est soutenir la non-démocratie et il ne faut pas voter. Vous comprendrez alors ce qui me gêne dans cette binarisation du concept de démocratie, comme si la démocratie était soit totalement présente, soit totalement absente. Le problème c'est qu'en pensant de cette façon, on tombe forcément dans des radicalités. Si toute proposition autre qu'une démocratie totale et absolue est à rejeter, alors on refuse toute étape qui pourrait être un intermédiaire entre notre modèle politique actuel et l'accomplissement de cet idéal démocratique qu'on vise. On ne peut donc plus non seulement qu'exiger un changement radical et immédiat, mais en plus on s'engage à refuser tout outil politique permettant sa réalisation pacifique, puisqu'on les considère comme des outils appartenant à un système de non-démocratie. Donc que les employés reviendraient à faire le jeu du système, entre guillemets. Et donc finalement ça reviendrait à agir pour le contraire de la démocratie qu'on est censé défendre. Alors je m'attarderai pas sur la question de la possibilité de réalisation objective d'une démocratie absolue. Soit la question, est-ce qu'il est seulement possible dans la pratique que tout le monde prenne directement toutes les décisions politiques sans intermédiaire? Car si on peut légitimement se demander comment parvenir à penser la pratique d'une démocratie directe à tous les niveaux de la politique, je pars ici du principe que puisque la démocratie est une question de degré et pas d'absolu, notre objectif sera d'obtenir une démocratie maximale et pas forcément une démocratie idéale. On supposera donc que si cette réalisation d'une démocratie idéale est possible, on finira de toute façon par y arriver en poursuivant une démocratie maximale. Ce qu'il m'intéresse de mettre en avant ici, c'est que du fait de cette logique binaire, on voit naître des torrents entiers de slogans incitant à rejeter les élections. Comme voter c'est abdiquer, élection piège à con, le pavé sera mon bulletin de vote, ou encore la fameuse citation de Coluche, si les élections pouvaient changer quelque chose, ça ferait bien longtemps que ce serait interdit. Remarquez au passage que ça n'aura pas dissuadé Coluche de se présenter lui-même comme candidat à la présidence de la République. D'une manière générale, on voit naître un mouvement social qui réclame une véritable démocratie, et pour lequel l'obtention de cette démocratie passe nécessairement par le rejet total et inconditionnel de notre pseudo-démocratie actuelle. Comme je sais que c'est un nom qu'une grande majorité d'entre vous a en tête, autant le dire tout de suite,
Cette mouvance provient en grande partie de citoyens convaincus par la proposition de démocratie par tirage au sort d'assemblée constituante proposée par Étienne Chouard. Ou plus exactement, par une mauvaise lecture des propositions d'Étienne Chouard. Mais nous reviendrons plus tard sur ce point, en troisième partie du sujet très exactement, parce qu'il y a évidemment beaucoup à en dire. Pour cette première partie, on s'en tiendra au fait que la démocratie n'est pas une affaire d'absolu mais de degrés. La bonne question à se poser n'est donc sommes-nous en démocratie, mais bien quelle mesure, quelle quantité de démocratie nous reste-t-il? Et comme vous vous en doutez, la réponse à cette question est pas des masses. Avant de développer les solutions possibles et la question de leur application, faisons le point sur l'état du modèle politique français. Actuellement, nous avons en France une démocratie représentative, dont le principe est le suivant, attention je dis bien le principe, on abordera ensuite la question de sa réalité. On compte de manière simplifiée 5 entités distinctes dans l'outil politique de la 5ème République. Le gouvernement, qui comprend le président de la République, élu, qui nomme son premier ministre, qui lui-même dirige les ministres de chaque domaine de société. Le Parlement, constitué de l'Assemblée nationale que le gouvernement a le pouvoir de dissoudre, et du Sénat, permanent parce qu'élu par des grands électeurs, dont le rôle est de voter des lois qui seront proposées par le gouvernement. C'est ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs exécutifs, qui consiste à écrire les lois, et du pouvoir législatif, qui consiste à voter les lois. On a ensuite le Conseil constitutionnel, qui est constitué d'anciens élus et qui est chargé de vérifier que les lois votées par le Parlement sont conformes à la Constitution française, et peut, le cas échéant, en invalider la promulgation. Car la Constitution est l'organe juridique suprême d'un État et fait autorité sur toutes les autres normes juridiques. C'est ce qu'on appelle le principe de hiérarchie des normes ou de pyramide des normes. Viennent ensuite les grands électeurs, c'est-à-dire les conseillers régionaux, départementaux et municipaux, qui sont élus par les citoyens et dont le rôle est d'élire les sénateurs. C'est ce qu'on appelle une élection par scrutin indirect. Et enfin pour finir, le dernier échelon démocratique, les électeurs, c'est-à-dire les pigeons comme vous et moi. Dans ce modèle, on observe que le pouvoir politique du citoyen est certes limité, mais pas inexistant. Il y a même dans l'idéal un degré de démocratie plutôt correct. L'électeur vote pour le président, celui-ci constitue le gouvernement, qui ensuite propose des lois dans l'intérêt de la majorité qui les a élus et qui le représente. C'est aussi l'électeur qui vote pour les députés qui siégeront à l'Assemblée nationale et qui voteront ces lois, toujours conformément aux intérêts des électeurs qui les ont élus. Et enfin, ces électeurs votent également pour les grands électeurs qui éliront à leur tour des sénateurs, de sorte à équilibrer le pouvoir législatif. Dans l'idéal donc, cette triple représentation, président, député, grands électeurs, garantit que les intérêts du peuple soient toujours représentés en majorité. Si le gouvernement s'en écarte, l'Assemblée nationale peut en censurer ses propositions de loi. Si l'Assemblée s'en écarte, le gouvernement peut la dissoudre et la faire réélire. Si le Sénat s'en écarte, l'Assemblée nationale peut avoir le dernier mot sur elle. Et pour finir, si quelques lois contraires à la Constitution passent tout de même au travers des mailles du filet, le Conseil constitutionnel est là pour veiller au grain et peut les invalider. Vous voyez, c'est magnifique comme principe, ça peut que marcher. Ouais. Et d'ailleurs, j'enfourche immédiatement ma licorne magique et je vais aller féliciter nos gentils représentants de ce beau système politique infaillible. Bon d'accord, à l'évidence c'est pas suffisant puisque vous constatez tous qu'actuellement il y a comme une couille dans le potage. Mais alors qu'est-ce que c'est qui déconne au niveau de la démocratie en France? Parce que soyons francs, si on peut toujours proposer mieux comme modèle, celui-là est quand même loin d'être un modèle dictatorial. Ça devrait tout de même se passer un peu mieux qu'actuellement au niveau de la défense des intérêts publics. Seulement en effet, il y a un défaut majeur. Si chaque organe est prévu pour pouvoir s'opposer l'un à l'autre en cas de défaillance, rien ne protège cette 5ème République des dérives possibles dans l'éventualité où la totalité de ces organes ferait défaut à leurs obligations démocratiques simultanément. Alors vous allez me dire, ce serait quand même vraiment pas de bol. Mais figurez-vous qu'on a vraiment pas de bol justement. Parce que c'est très exactement ce qui est en train de se produire. En effet, 3 des 5 pôles de décision sont élus directement par le peuple, les 2 autres le sont indirectement. Il suffit donc de manipuler l'opinion du peuple pour obtenir les résultats voulus dans les urnes. Et ça peut s'obtenir par le contrôle des grands médias influents, qui n'est malheureusement aucunement soumis à un contrôle de partialité, puisque considéré totalement indépendant des 3 pouvoirs étatiques que sont le pouvoir législatif, exécutif et juridique. Il n'y a donc aucune garantie que des puissances économiques ou politiques s'emparent de ces médias, comme c'est justement le cas actuellement. En témoigne la relation de Nicolas Sarkozy avec Vincent Bolloré, 9ème fortune de France et propriétaire de la plupart des grands médias français. Ce faisant, c'est simultanément la totalité du modèle qui vacille. Les électeurs trompés par les médias de grande diffusion élisent un président soumis aux intérêts des grandes fortunes, qui nomme à son tour un gouvernement inféodé aux mêmes intérêts, contradictoires avec ceux de ses électeurs. Ils en font de même pour l'Assemblée nationale, et encore de même pour les grands électeurs, donc le Sénat avec eux puisque ce sont eux qui les élisent. Faites perdurer cette situation suffisamment longtemps, et voilà que le dernier garant du respect des intérêts du peuple, le Conseil constitutionnel, qui est constitué de membres nommés par les mêmes élus corrompus et anciens présidents corrompus, se retrouve à son tour asservi aux intérêts de ceux qui ont les moyens de contrôler l'opinion publique. On a donc la totalité du système qui est verrouillée simultanément.
Voyons alors dans les détails 5 causes qui ont rendu possible cette dérive généralisée et comment on pourrait les résoudre sans changer radicalement de modèle en place, de sorte à proposer une 5ème république fonctionnelle, ou 6ème république selon vos goûts, l'important n'étant pas le nom employé mais le modèle qui le représente. Notez que si je propose de conserver ce modèle, ce n'est pas par élan conservateur rétrograde, mais pour tenter d'obtenir une étape intermédiaire entre notre système actuel corrompu et un idéal démocratique futur, sans que ça se fasse par un renversement trop brutal qui entraînerait forcément des risques de turbulence, mais on reviendra sur ce point dans la deuxième partie. Premièrement, il faut protéger l'indépendance des médias, car comme je viens de le souligner, c'est un manque critique à ce modèle. Le choix des électeurs est basé sur leur opinion, et leur opinion est largement influencée par les médias de masse. De sorte qu'il suffise de prendre le contrôle de ces médias pour assurer l'élection de représentants qui défendront des intérêts particuliers plutôt que ceux du peuple dans toute sa représentativité. Il est donc indispensable d'ajouter la puissance médiatique dans la séparation des pouvoirs proposée par Montesquieu, aux côtés des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, et d'interdire toute influence d'intérêt étatique ou privé dans la presse. Un moyen de le faire serait de transformer le Conseil supérieur de l'audiovisuel, donc le CSA, en Cour supérieure de l'audiovisuel, constitué de professionnels du droit ayant autorité à faire respecter la représentativité politique dans les médias. Un autre moyen qui peut aller de pair serait d'évincer les groupes d'intérêt des médias et obliger ceux-ci à publier l'origine de leur financement afin d'en informer leur public. Deuxièmement, il faut réformer le Conseil constitutionnel, car ce dernier recours indispensable dans le scénario où toutes les institutions précédentes défaillent ne peut être soumis au même risque de corruptibilité que la présidence elle-même. En laissant des présidents et des élus nommer et former le Conseil constitutionnel, on s'expose à l'évidence au risque que si ces élus sont corrompus, le Conseil constitutionnel le sera également très vite. La conformité des lois à la Constitution relève du droit, il apparaît donc évident que ce Conseil constitutionnel lui aussi soit transformé en Cour constitutionnelle, également constitué de professionnels du droit, qui vérifiera la conformité du droit à la Constitution de manière bien plus impartiale que les actuels représentants qui y siègent, et permettra également les mêmes possibilités d'appel que dans n'importe quelle procédure juridique, afin de garantir au maximum que sa tâche soit correctement effectuée. Troisièmement, il faut protéger la Constitution, car il y a un problème flagrant que j'ai pas mentionné dans mon résumé, c'est que le gouvernement élu possède la possibilité par la procédure du Congrès, l'article 89 de la Constitution, de modifier la Constitution française sans référendum. C'est-à-dire qu'un gouvernement corrompu peut proposer de modifier la Constitution sans consulter le peuple dont elle est censée émaner, mais en passant simplement par le Parlement qui, comme on l'a vu, peut lui aussi être corrompu en même temps que le gouvernement. Il est donc indispensable de supprimer cet article 89 et imposer que toute modification de la Constitution française ne puisse être approuvée que par référendum. Ce qui va bien sûr de pair avec un débat équitable qui serait permis par l'indépendance restituée aux médias. Quatrièmement, il faut rendre accessible la politique aux citoyens, car un autre point que je n'ai pas mentionné dans le résumé, c'est que depuis la constitution de la 5ème République, plusieurs réformes sont venues progressivement compliquer l'accès à la candidature, de sorte à professionnaliser peu à peu la politique, donc finalement en écarter les citoyens. On peut citer à cet exemple 3 points fondamentaux à corriger. D'une part, l'obtention de parrainage nécessaire pour déposer sa candidature à la présidence de la République, qui demande une logistique monstrueuse, donc des moyens qu'un citoyen lambda ne peut pas mettre en œuvre. D'autre part, l'accès aux subventions publiques, qui sont actuellement accaparées à 76% par les deux grands partis que sont le PS et LR. Alors que si on regarde les résultats des élections présidentielles par exemple, on s'aperçoit qu'ils ne représentent à eux deux que 43,5% des électeurs inscrits, et là c'est les chiffres pour les présidentielles où le taux de participation était très élevé, si on va pour les départementales ça tombe à 17,3%. Il y a donc une forte disproportion entre les moyens financiers qu'auront des grands partis entre guillemets pour mener campagne, et leur représentativité réelle auprès des Français. Il faudrait plutôt indexer ce financement sur leurs résultats dans les urnes en termes d'électeurs inscrits et non pas de suffrages exprimés. Car ne pas voter ou voter blanc, ce n'est pas soutenir proportionnellement les résultats du scrutin, c'est exprimer son désaccord ou son désintérêt avec la totalité des candidats présentés. Et dernier exemple concernant l'accès des citoyens à la politique, il faut absolument garantir l'accès aux médias, parce que là aussi sans visibilité, c'est très difficile de porter un débat sur la place publique et faire entendre ses propositions. Il n'est pas normal qu'un parti émergent ne soit pas médiatisé au prétexte qu'on ne le connaît pas, puisque justement c'est parce qu'il n'est pas médiatisé qu'on ne le connaît pas. Ça peut vous sembler absurde, mais c'est exactement comme ça que fonctionne la médiatisation des partis politiques aujourd'hui. Ça pourrait se résoudre en s'appuyant sur la première proposition que j'ai présentée, en donnant les moyens à une cour supérieure de l'audiovisuel de garantir un accès équitable aux médias à tous les partis, toujours proportionnellement à leur suffrage en électeurs inscrits et non pas en suffrage exprimé, et avec un seuil minimal pour les partis nouvellement créés, de manière à ce que chaque proposition politique puisse être portée équitablement à la connaissance des Français. Et enfin, cinquième et dernièrement, permettre un accès direct des citoyens au pouvoir législatif et exécutif.
c'est-à-dire, vous l'aurez compris, un référendum d'initiative populaire qui par ailleurs pourrait aussi porter sur des propositions de modification de la Constitution. Parce qu'il est indispensable que dans l'éventualité où à nouveau la totalité des institutions se retrouve corrompue, les citoyens puissent proposer eux-mêmes de résoudre les causes du dysfonctionnement du modèle politique, et non pas soient contraints d'attendre qu'un politicien corrompu ait la grâce de le faire à leur place, comme c'est un petit peu le cas actuellement. On va arrêter cette première partie sur ces quelques propositions pour rendre fonctionnel le modèle existant. Notez qu'elles sont pas de moi, on reviendra là-dessus en troisième partie. Dans la seconde partie, on va se demander pourquoi ces réformes n'ont pas encore été appliquées, alors qu'à l'évidence, la dérive dans laquelle on se trouve n'a pas échappé à ceux qui seraient en position de le faire. Parce que vous vous en douterez, la manipulation des médias par des groupes d'intérêt privés n'explique pas à elle seule la généralisation du soutien des hommes politiques à une politique aussi contraire aux intérêts des Français que c'est le cas actuellement. Il faut bien que quelque chose se cache dans l'ombre pour influencer la totalité d'une classe politique d'un pays aussi influent que la France à suivre des intérêts convergents, par ailleurs opposés à ceux du peuple qu'ils sont censés représenter. Et ce quelque chose doit forcément être grand, très grand même, pour être capable de pousser à la corruption le modèle politique d'un pays tout entier. Mais j'en parlerai pas tout de suite, je vous laisse plutôt y réfléchir en attendant la prochaine partie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des trucs. Si c'est pas le cas, désolé de vous avoir fait perdre du temps, mais regardez les prochaines, je suis sûr que vous allez finir par apprendre quelque chose. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, mais aussi de me suivre sur Facebook, Twitter, toujours pas Google+, et surtout de partager mes vidéos partout, et de laisser un pouce bleu pour caresser le moteur de référencement dans le sens du poil. Au passage, désolé pour la qualité du son qui doit être un petit peu sporadique sur cette vidéo. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ma table de mixage m'a lâché entre temps, il a fallu que je la change sur la volée, et là, celle-ci, je suis pas encore très au point avec les réglages, donc c'était un petit peu moyen, je pense. Désolé pour ça, j'espère que d'ici la prochaine vidéo, j'aurai pu régler le problème. Si vous aimez ce que je fais et que vous trouvez que c'est décidément trop injuste que je ne roule pas en Porsche avec tout ce talent, n'hésitez pas à passer sur Tipeee pour me laisser un petit pourboire que j'utiliserai pour boire, ou pas, je verrai sur le moment quoi. Avant de terminer, je tiens à prévenir que je serai en partiel pendant la première moitié du mois de janvier, donc totalement indisponible, parce que... Enfin, je vais pas expliquer en détail, mais en gros c'est galère, et je suis pas chez moi pendant cette période. Donc aucune idée de si j'aurai le temps de publier la seconde partie avant ou après cette date, mais dans tous les cas, une deuxième partie devrait être publiée d'ici fin janvier au plus tard. Avant de finir, je vous laisse avec deux liens intéressants et d'actualité sur le sujet. Le premier est de Chris de Minute Papillon, qui explique dans sa dernière vidéo son opinion sur la montée du FN, que je partage entièrement. Le second est de Doxa qui parle de l'abstention, et si comme vous le devinerez j'ai quelques désaccords de surface avec ce qu'il dit, je partage entièrement sa vision des choses, et comme toujours sa vidéo est excellente. Là-dessus je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, et surtout restez sauvages.